Memphis Depay qui va rentrer, qui a de la frappe. Quel but! Oh, quel Qui but! a de la frappe. Memphis Depay, héros de ce lion de Paris Saint-Germain. Incroyable! 1-0! Il est incroyable ce Juninho, c'est le meilleur tireur de coup franc de la planète! Salut à tous, nouvelle émission de Let's Go ce soir, merci d'être avec nous. On reçoit notre première invitée et c'est la journaliste beIN Sport Margot Dumont qui est avec nous ce soir. Bonsoir Margot. Bonsoir à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On va parler avec toi ce soir de quelques sujets qui te tiennent à cœur, avec un retour sur le bilan notamment de Bruno Genesio, la tête de Lyon, de Jean-Michel Aulas, un peu seul contre tous ces derniers temps. Puis enfin, on reviendra sur l'actualité lyonnaise de la semaine, à savoir Bruno Chéroux qui a officiellement quitté son poste de DS des féminines du PSG et enfin du possible départ de Moussa Dembélé à Manchester United. Avant ça, Margot, on t'a préparé quelques questions sur le fait qu'avant d'être journaliste à beIN Sport, t'es supportrice de Lyon. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours professionnel ? Écoute, tout a démarré assez tôt quand j'étais à Lyon. Alors vraiment, la partie professionnelle, je vais te donner parce que dans ça, il y a une partie, on va dire, plus amateur. Mais tout a commencé avec un site déjà que j'avais créé sur l'Olympique Lyonnais, que beaucoup ont peut-être encore en mémoire, qui s'appelait Espace OL. Et Espace OL, du coup, c'était vraiment un site sur l'actualité de l'OL où voilà, on proposait des articles, des résumés, etc. On avait aussi un forum, une bonne communauté. Derrière, écoute, tout s'est un petit peu enchaîné. J'ai fait des stages dans des rédactions, notamment à OL TV. J'ai fait une école de journalisme. Puis à Paris, j'ai eu des opportunités autres, donc TV notamment, Canal+, RMC. Puis à la création de la chaîne à beIN Sport il y a maintenant 8 ans. Donc, là-bas, tu vois, j'avais 21 ans, donc j'étais vraiment une gamine. Voilà, je sortais de l'école, j'arrivais de Lyon presque. Donc j'en suis là aujourd'hui. J'ai pas bougé depuis 8 ans, et puis j'ai évolué. C'est cool, quoi, mais tout en gardant vraiment les pieds sur d'où je viens, pas comme certains. Et tu t'es intéressé au final très tôt au football, par tes origines allemandes qui t'ont fait supporter la Mannschaft en 98 par exemple. Et aussi parce que, comme tu l'as dit, tu avais seulement 14 ans, tu as créé un site de supporters de Lyon. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette période ? Comment ça s'est fait de créer un site web à cet âge-là ? C'était une volonté que j'avais déjà quand j'étais même beaucoup plus jeune. Au début d'Internet, il y avait encore, tu vois, l'ADSL, Wanadoo, tout ça, ça doit vous parler. Et à ce moment-là, donc je devais avoir 8 ans, j'avais fait des plans sur en expliquant à mon père, voilà, un jour je vais créer un site internet. Et effectivement, à l'âge de 14 ans, je sais plus, autour de 13 ans, je pense, vraiment créé. Voilà, j'étais un peu une geek à l'époque, tu vois, parce que voilà, c'était les débuts d'internet, on était scotchés devant nos ordis. Et j'avais des potes aussi qui étaient là-dedans, donc on a monté ça. Et puis surtout la passion pour l'OL qui cartonnait à ce moment-là. Donc s'en souviennent. C'est comme ça que c'est venu en fait. C'est vraiment cette volonté de vouloir échanger, montrer un petit peu ma passion, ou en tout cas la partager. Donc voilà, c'était pour moi un support, on va dire. Et t'allais souvent au stade en tant que sportrice de Lyon. Est-ce que t'as un souvenir à Gerland qui t'a vraiment marqué plus que d'autres ? Margot, on t'entend plus, Margot ? Ouais, là c'est bon, là. Je vous entends. Ok. Est-ce que t'as entendu ma question du coup ? La fin de ma réponse ou pas ? Non, on t'entend très mal. Je sais pas si c'est pareil pour vous, Jonathan notamment. Oui, ça fait quelques coupures. Ouais, ok. Est-ce que tu peux simplement parler plus près de ton micro ou juste plus fort ? Je pense que ça doit être la connexion. Ouais, on t'entend pas, Margot. Je suis désolé, c'est peut-être un problème Discord. Je vais me mettre sur...
le téléphone plutôt que l'ordinateur. Comme ça, vous Ok. serez en 4G. C'est mieux en 4G. Très je bien. pense. Ah bah, Bon. pas de souci, on t'attend. On va commencer à parler un peu de Genesio. Ça te dérange Ça pas. marche. À tout de Vas-y, suite. Bon, du coup, on va parler un peu de Genesio, hein, qui est la première partie du débat. Donc, Arnaud et Mathias, normalement, si tout va bien, va pouvoir venir avec nous. Donc, Arnaud et Joe, bonjour à vous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, hein, Mathias, si tu peux venir, n'hésite pas, hein, tu peux nous rejoindre quand tu veux. Voilà, le débat de ce soir, ce qui tenait à cœur à Margot, c'est de parler de Genesio, de ses années en tant qu'entraîneur de Lyon. Est-ce que au final, on peut se demander si c'est un bilan si catastrophique, Genesio à Lyon, quand on voit la saison de l'OL cette année? Jonathan, t'en penses quoi? Bah, c'est vrai que si on compare à cette saison et qu'on s'arrête, on va dire, aux résultats, on a tendance à se dire, bah finalement, Genesio, c'était pas si mal. Après, il faut prendre en compte, prendre en compte plein de choses. C'est-à-dire que on a perdu beaucoup de joueurs cette saison, enfin, du moins cet été. On a perdu Nabil Fekir, Tanguy Ndombele, Ferland Mendy. Et quand on voit les joueurs qui les ont remplacés, globalement, ça a été un downgrade, si je peux dire. C'est-à-dire qu'on a vraiment régressé sur beaucoup de postes. Donc finalement, on avait des joueurs qui faisaient beaucoup de différences individuellement, et ces joueurs-là, on les a perdus. Et on peut pas dire que derrière, que ce soit sous Silvinho ou Garcia, on ait pris le relais sur le plan collectif. Donc forcément, ces joueurs qui faisaient des différences ne sont plus là et ne peuvent plus nous porter sur une saison ou sur une compétition. Donc c'est compliqué. Donc moi, je pense qu'il faut bien isoler chaque parcours qui est fait. Genesio, j'ai toujours considéré que on aurait pu faire beaucoup mieux en son temps, de par la qualité des joueurs qu'on avait. Hein. Sur la dernière saison, on avait Memphis, Aouar, Ndombele, Mendy, Denayer, Anthony Lopez, Fekir en cumulé. On se dit quand même que c'est beaucoup de très bons joueurs. On aurait pu espérer, on va dire, être deuxième plus souvent confortablement. C'est ce qu'on souhaitait. Bon, on a toujours été européen avec Genesio. Donc c'est quand même intéressant, mais voilà, on aurait aimé être un peu plus ambitieux pour un club qui, on va dire, aujourd'hui, a le deuxième budget en Ligue 1. Moi, je suis de retour, les gars. Je sais pas si ça marche. Super, ouais, ça marche, Ouais. on t'entend très bien. Bon, on va Ok. revenir du coup à notre petite question. Merci, hein, Jonathan, d'avoir pu meubler un Ouais, peu pour je suis désolée, hein, c'est peut-être le Il y a wifi pas de qui est souci. un peu merdique là. C'est En 4G normal, ça sera mieux. arrive. Du coup, je te demandais tout à l'heure, Margot, si tu avais entendu la question, quel est ton souvenir à Gerland, vraiment le souvenir qui t'a marqué à Gerland? Comme ça, je te dirais le premier que j'ai en mémoire. Et en fait, c'est un souvenir extrêmement flou, mais bon, il m'a quand même marqué. C'était un Lyon-Sedan, il me semble. Ça devait être mon premier match de Ligue 1 à Gerland, et je pense que c'était en 2000, mais je suis pas tout à fait sûre parce que j'étais petite, hein, je devais avoir 9 ou 10 ans. Et je me souviens dans ce match qu'il y avait eu un carton vert, et je ne savais pas ce que c'était. Donc j'ai demandé à mon père, sauf que mon père il connaît rien au foot, donc il sait même pas ce que c'est un carton jaune. Mais bon, j'ai quand même demandé, et en fait, au final, j'ai jamais eu vraiment ma réponse. Donc maintenant, je crois l'avoir. Je crois que c'était pour faire entrer les soigneurs à l'époque. Mais ça m'avait choqué, voilà, ça m'a marqué, c'était devant un carton vert. Sinon, bon, le vrai souvenir, on va dire, émotionnel, bon, sont tous les matchs que j'ai pu voir de l'époque Tony Vérel, notamment, parce que quand j'étais petite, j'étais amoureuse de lui. Je le trouvais trop fort, trop kiffant, trop génial. Il marquait tout le temps. À tous les matchs où j'y allais, à Gerland, il marquait des buts. Donc voilà, je le kiffais. Et après, bon, un peu plus lointain, on va dire, mais c'était le OL Real Madrid 3-0 à domicile. Voilà, j'étais dans les tribunes, c'était juste exceptionnel en tout point de vue. Ouais, exceptionnel et historique. En plus, il y Ouais. a une semaine, l'OL a remporté son 14e championnat de France dans football féminin. Est-ce que tu es fier de supporter un club qui a vraiment... Et pour le football, et le football féminin avant tout, quoi, c'est extraordinaire. C'est vraiment un pionnier, et si l'équipe de France, si l'AD1 en est là aujourd'hui, mais c'est franchement en grande partie grâce à lui, quoi. Donc c'est exceptionnel. Moi, oui, je suis fière de ce qu'a fait Jean-Michel Aulas, ce qu'a fait aussi la ville de Lyon, parce que les sponsors ont suivi. C'est un tout après. Moi, je suis fière de notre ville, de notre club. C'est vraiment bien ce qui a été fait pour le football féminin. Tu connais l'adage, hein, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Est-ce que ce serait pas mieux d'avoir un peu plus de concurrence en France, tu penses? Bah oui, enfin, si tu veux vraiment que je réponde à ta question, je dis oui, évidemment, sauf que il faut en avoir les moyens. Tu vois, je te donne un exemple. Moi, quand j'ai joué en D1, là, il y a 7 ans de ça avec le FF ici, on jouait en D1, donc on affrontait le PSG, on affrontait Lyon. Sauf qu'on n'avait pas du tout les mêmes moyens. Nous, on était amateurs, donc amateurs contre professionnels dans la même ligue. Et je te parle de ça, c'était il y a 8 ans, mais aujourd'hui, c'est encore un peu le cas, tu vois. Ici, les Moulineaux, donc je jouais encore avec elle l'année dernière en D2, elle monte cette année en D1. Mais enfin, bon, c'est un peu mieux, tu vois, c'est un peu plus structuré. Maintenant, on fait les voyages en avion, etc. Mais c'est pas pro. Je veux dire, la plupart des filles, elles travaillent, quoi. Donc, tant que ce sera ça, tant que la ligue ne sera pas professionnalisée à 100%, ça sera compliqué d'avoir des niveaux homogènes. Et Mais tu bon, penses que j'espère que ça ça va va changer. venir de filer en aiguille, ouais? De filer en Oui, aiguille? mais il faudra un peu de temps. Ça peut pas se faire du jour au lendemain. Voilà, il y ait des moyens, il faut que tout le monde suive un petit peu. Donc ça se fait. Il y a déjà eu beaucoup de progrès là en l'espace de 10 ans. Voilà, je pense que là, dans les prochaines années, ça va commencer à ressembler à quelque chose. On l'espère aussi hein, pour la beauté du championnat en tout cas. Merci Margot hein, d'avoir répondu à nos questions. On va enfin passer cette fois-ci à la vraie partie débat. Pour ça, je réaccueille Jonathan, Mathias et Arnaud. Salut les gars. Rebonsoir. Évidemment, dans le chat, vous pouvez réagir avec nous. Hein, on essaiera de répondre à vos commentaires les plus pertinents, évidemment. Premier débat de la soirée, donc un retour sur les saisons de Genesio. Hein, son départ a été plutôt chaotique, mais depuis, ça s'est pas vraiment amélioré sur le plan de jeu et notamment sur le classement. Margot, pour toi, en comparaison avec cette année, qu'est-ce que tu penses des années Genesio? Euh, c'est un débat très difficile, très délicat. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'aime bien Bruno Genesio. Alors, oui, attention, parce que là, je vais me faire insulter. Mais oui, évidemment que il y a des choses à dire, peut-être sur le fond de jeu, voilà, sur le charisme, sur ce qu'il a peut-être pas réussi à faire avec un certain nombre de joueurs de qualité. Mais au final, moi, je trouve que c'est un entraîneur qui avait son groupe quand même, enfin qui gérait bien son groupe dans le sens, pas dans le sens gérer les individualités, etc. C'est-à-dire que le groupe était vraiment derrière lui. Et moi, je peux vous le dire parce que je les suivais régulièrement, que ce soit en Ligue Europa, en championnat. Voilà, j'étais vraiment au plus près du club et aussi des joueurs. Et je peux vous dire qu'ils étaient soudés, ils étaient derrière leur entraîneur. Et ça, déjà, c'est une force, tu vois, pour un entraîneur d'avoir son groupe derrière soi. Après, qu'est-ce que je pense vraiment sur le jeu? C'est difficile de comparer. Là, en plus, il y a eu quoi? Il y a eu 6 mois avec Rudy Garcia, ou je sais pas exactement. Voilà, tu me demandes de comparer 4 ans face à 6 mois. Bon, moi, j'ai plutôt tendance à vouloir laisser un peu de temps aux entraîneurs quand ils arrivent pour que ça s'installe, etc. Bon, c'est difficile de donner un avis comme ça un peu hâtif. Après, moi, franchement, le foot, je pense que je le regarde pas comme tout le monde. Je suis pas là à attendre un spectacle extraordinaire, des 1-2, etc. Moi, je regarde ça un peu différemment. Donc, moi, je me suis pas forcément ennuyée sur les matchs de Lyon. Je vous le dis franchement. Alors, il y en a plein qui vont dire, mais comment elle a fait? Parce que peut-être que je regarde pas la même chose que vous. Moi, des fois, je regarde plutôt, je me centre sur un joueur. Voilà, je regarde des choses un peu différentes. Sur un schéma de jeu, je vais peut-être m'arrêter sur la façon dont on va défendre l'équipe. Donc, je regarde pas ça globalement. Donc, moi, je me suis jamais vraiment ennuyée en regardant les matchs de Lyon. Et je vous dis, Genesio, après, moi, j'ai un affectif parce que je le connais personnellement, et c'est pas le cas de 99% des supporters qui l'ont taillé. Et rien que pour ça, ça change un petit peu la donne sur la façon dont tu vois les choses. Et moi, je peux vous dire une seule chose, et que j'aimerais que les gens entendent, c'est que Bruno Genesio est quelqu'un de très sympa, d'adorable, de très humain. Et lui avoir tapé dessus, comme ça a été le cas, et là, je vous parle pas de la partie sportive, je vous parle de la partie vraiment humaine. Mais moi, je trouve ça juste intolérable. Voilà, moi, je trouve qu'il y a eu un acharnement. Pas un acharnement sur, comme je vous l'ai dit, pas un acharnement juste sur le jeu, mais sur l'homme. Et moi, je trouve ça intolérable. Voilà, c'est juste la petite chose que je voulais vous dire ce soir, que je voulais partager avec les gens. Voilà, on va peut-être me tomber dessus en me disant, ah, c'est l'avocat de Genesio, etc. Peut-être, mais moi, je marche beaucoup à l'humain. Et humainement, moi, je trouve que c'est quelqu'un de très bien. Alors après, tout ce qui est sportif, on va en parler, il n'y a pas de souci. Il y a des choses à dire, évidemment. Mais je trouve qu'il y a eu un acharnement. Ouais, on va reparler, on va faire l'inverse en fait. On va reparler un peu de comment les tweetos
ont été avec Genesio et en tout cas ces années-là. Sportivement, du coup, on va en parler maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars, autour de la table? Est-ce que vous êtes d'accord un peu avec Margot? Moi, je comprends bien sûr qu'il y avait des choses assez positives sous Genesio, notamment quand on voit comment ça a tourné cette année. Après, sur le bilan purement sportif, une des choses qui fait que pour moi, ça reste un bilan négatif, c'est les performances en Coupe nationale, où sur 4 fins de saison où il a été entraîneur, je crois qu'on fait une demi-finale, celle qu'on perd contre Rennes l'année dernière. Et quand on voit que des clubs comme Strasbourg, comme Guingamp, ont pu accrocher des titres ces dernières années, c'est assez dommage que l'OL n'ait pas pu faire ça et au moins aller en finale régulièrement. On voit que même Rudy Garcia cette année a réussi à faire donc une finale et une demi-finale perdue contre le PSG, qui semble plus honorable en coupe. Non, mais tout ce qui est sportif, encore une fois, moi je suis d'accord. Voilà, il y a aussi, on peut aussi les reprocher d'avoir perdu quand même contre des équipes souvent, entre guillemets, hein, des clubs moyens. Tu vois, il y a eu des défaites contre Rennes, contre Strasbourg, même contre Reims. Enfin bon, il y en a eu quoi. Maintenant, est-ce qu'il mérite un tel acharnement comme il y a eu, juste pour ça? Je suis pas sûre, tu vois. Franchement, il a été choisi par Jean-Michel Aulas. Ok, il manque de charisme, ok, il manque d'expérience, ok, il y a eu un peu de difficulté dans les parcours de coupe, etc. Mais tu vois, je trouve que c'est allé trop loin, quoi. Et c'est Oui, ça bien que je sûr, c'est un reproche. sujet Tu différent. vois. Oui. Ouais, mais tu vois, et c'est ce qui me rend triste, c'est ça qui va rester pour lui à Lyon. Et ça, je trouve ça vraiment dommage, quoi. Parce que c'est un entraîneur quand même qui, pour moi, en tout cas, peut entraîner, je sais pas, un top 10 en Ligue 1, mais facile, quoi, tu vois. Et c'est juste que, il y a toute une mauvaise com autour de lui. Et c'est dommage, quoi. Quand tu connais Et- la personne, c'est dommage. Et tu penses d'où ça vient cette com? Parce que, comme tu as dit, c'est pas venu du jour au lendemain, hein. Ça s'est fait, au fil du temps. Alors, pourquoi ça s'est autant dégradé en fait? Écoute, après, je suis pas forcément, tu vois, au cœur des discussions entre les supporters, Bruno Genesio, etc. Bon, ce que à peu près moi j'ai suivi de loin, c'est qu'il y a un certain nombre de supporters. Alors franchement, moi je pense que c'est une minorité, mais une minorité qui sait se faire entendre du coup. Donc c'est pour ça que c'est difficile de dire les supporters. Je dirais il y a une minorité de supporters qui a réussi un petit peu j'aime pas ce mot, à influencer un petit peu la pensée. Voilà, je pense que à force, tu vois, de faire un peu du bashing, parce que c'était un peu devenu du bashing, je trouve, les gens se sont fait une opinion, tu vois, une opinion, mais sans réfléchir, quoi. Et au final, quand tu regardes son bilan, alors ok, c'est pas peut-être à la hauteur de l'ambition de l'Olympique Lyonnais, mais de là à ce qu'il y a un tel acharnement, mais enfin, je vais faire comme Nabila, mais allô, quoi. Enfin, il est pas. Non, mais enfin, franchement, il a pas terminé 18e. Faut se détendre, quoi. La première saison, quand il reprend l'OL à la mi-saison, Lyon est son 9e, il fait une saison extraordinaire, il termine 2e, après il fait 4e, 3e, enfin il est en Coupe d'Europe tous les ans. Alors je veux bien qu'on ait bouffé du caviar pendant 10 ans, et moi la première, hein, moi qui allais au stade pendant toutes ces belles années. Mais enfin, tranquille, quoi, faut se détendre, c'est que du foot, il y a un homme, il y a une famille derrière. Putain, ça va être trop long, quoi. Enfin, franchement, je suis désolée de m'emporter comme ça, mais vous me donnez Non, mais l'opportunité de on est parler. là, Mais... on est là pour ça, exactement. mais moi, je trouve que c'est allé beaucoup trop loin, et quand on regarde les chiffres, c'est pas si dégueulasse que ça, faut arrêter, quoi. Parce que quand on regarde ou quand on écoute certaines personnes, on a l'impression que c'est le pire entraîneur de l'histoire de Lyon. Mais pas du tout, quoi. Troisième, quatrième, deuxième. Voilà, ok, il y a des choses à dire peut-être sur son bilan sportif, mais c'est très loin de ce qu'on lui prête. Et outre son bilan sportif, je crois que même dans le chat, hein, ils en parlent beaucoup. Je vois Vico qui disait aussi ce qui m'énervait, c'était les excuses bidons aux confs de presse d'après-match. Je pense qu'il y a aussi la communication du club qui n'a pas aidé. Je sais pas ce que tu en penses, Jonathan, mais je sais que la communication d'Aulas autour de Genesio a fait que ça a pu crisper beaucoup de supporters. Alors, je dirais que c'est un tout, la communication de l'AS, oui, mais j'aimerais en fait revenir d'abord, je dirais, sur la communication de Bruno Genesio, et je trouve que c'est là-dessus, pour moi, où il a perdu beaucoup de crédit auprès des supporters. Je m'explique. Si on fait un comparatif avec Rémi Garde, qui, on va dire, est arrivé un peu de la même façon, parce que c'était deux gones du club, qui étaient déjà soit dans le staff, soit l'un qui était directeur du centre de formation, et en fait, on leur a donné leur chance, alors qu'ils avaient quasiment aucune expérience.
Et en fait, ce qui a vraiment différencié d'eux, c'est que quand on regarde Rémi Garde, il a encore une très bonne image auprès des supporters. Et quand il est parti, il a gardé une bonne image. Et en fait, pour moi, la différence entre les deux, pourtant les deux ont eu des difficultés à un moment donné, ça n'a pas non plus été une catastrophe sur le plan des résultats, mais les deux ont eu des difficultés. Sauf que Rémi Garde, en fait, il avait tendance à être très humble là-dessus et très souvent à dire oui, j'ai pas eu la réponse perso. Et en fait, il renvoyait pas forcément toujours la responsabilité sur ses joueurs. Genesio, on a entendu à maintes reprises, on l'a entendu accabler la jeunesse en disant qu'il il y a un effectif trop jeune, machin, tout ça. Et en fait, quelque part, je trouve que il aurait, je pense, eu beaucoup plus de... Je pense que s'il avait été parfois un peu plus honnête et à dire bah oui, j'ai pas eu la réponse sur ce match-là, tout ça, bah je pense que les supporters auraient été beaucoup plus empathiques avec lui. Et je pense qu'on n'en serait pas arrivé à une situation comme celle-ci. Alors après, c'est les menaces, tout ça, ça va beaucoup trop loin et ça, c'est clairement à condamner. Mais je dirais que le fait qu'il ait été vivement critiqué, je pense qu'il a en partie beaucoup payé sa propre communication, plus que la communication du club, même si au final, il est vrai que si le club avait peut-être nommé un autre entraîneur qui avait peut-être pas forcément un passif lyonnais, qui avait peut-être eu déjà des références dans plusieurs clubs, peut-être que les supporters auraient été aussi plus patients. Mais voilà, je pense qu'au final, il paye beaucoup sa propre communication. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi, moi je me rappelle un peu de ces affaires-là, il y a eu aussi un moment où les médias traditionnels, les télés, les radios défendaient de plus en plus Genesio parce que Genesio était critiqué aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce que aussi cette escalade, elle n'est pas aussi venue de ça, un peu de se dire bon bah c'est voilà, c'est une guerre d'ego, on peut dire, c'est les médias le défendent donc on va l'attaquer. Est-ce que c'était pas ça aussi, Margot, tu penses? Oh, je suis pas sûre que ça aille si loin, hein. Non, Ah, non, sur, franchement, je me rappelle sur l'équipe, il y a plusieurs invités qui étaient souvent à dire vraiment les tweetos parlent mal, donc on va parler bien de Genesio, quoi. C'était presque ah ouais. explicite. Oh, tu sais, moi je suis. Ouais, bon, peut-être certains confrères, mais nous, en tout cas, Beansport, pas du tout, quoi. Enfin, moi, je me base pas sur les avis de Tweetos pour dire ce que j'ai à dire à l'antenne, tu vois. Je me base sur mon ressenti, sur ce que je vois, sur ce que je vis sur le terrain, mais franchement, faut pas non plus leur donner une importance phénoménale, quoi. Et puis c'est les premiers à le dire, hein. Tu sais, en plus, moi, je les connais, hein, enfin, comment, pas les leaders, comment dire, la- les Les mots me manquent, tu influenceurs. vois. Ouais, j'aime pas ce mot, mais bon, je les connais, tu vois, je leur parle personnellement et tout, je les connais personnellement, pas juste par internet, tu vois, je les ai déjà vus et tout, on en discute, il y a aucun souci, quoi. Mais et puis c'est les premiers à être étonnés à se faire décrire comme influenceur, tu vois. Donc, faut pas non plus en faire une affaire d'État, hein, et, et dire que voilà, c'est tout par deux, etc. Enfin, je pense que c'est plus global. Il y a surtout eu beaucoup d'attentes de la part des supporters après toutes ces belles années, tu vois, les 7 titres de champion. Voilà, l'OL qui était juste injouable et surtout qui produisait un jeu extraordinaire. Alors voilà, il y a eu une fin de cycle et je pense que ça a été difficile à vivre pour les supporters. Bon, bah, il y a eu ce qu'il y a eu. Il y a eu Bruno Genesio du coup pendant plusieurs années. C'était pas forcément le coach à espérer. On attendait un grand nom, quelqu'un un peu plus d'expérimenté, plus charismatique. Ça s'est pas fait. Et du coup, toutes ces attentes de la part des supporters n'ont pas été nourries. Et ce qui fait que ça fait un petit peu effet boule de neige, quoi. Il s'en est un peu pris plein la gueule. Et moi, je trouve ça juste dommage. Et au final, sportivement, est-ce que tu penses qu'il fallait quand même finir cette histoire entre Genesio et l'Olympique Lyonnais? Oui, je pense que plus quand même là, ça devenait difficile à vivre humainement, à vivre aussi sportivement, tu vois. Au bout d'un moment, c'était trop, quoi. C'était peut-être l'année de trop s'il allait rester, aussi pour le club, tu vois. Des fois, ça fait pas de mal, justement, de changer, d'essayer de, de passer dans une nouvelle ère. Alors, ça n'a pas forcément été réussi, puisqu'il y a eu Silvinho, bon, c'est un échec. Rudy Garcia, pour l'instant, toujours un petit peu en train, en train d'attendre que ça se mette en place. Un petit peu de déception là au début pour les supporters. Donc oui, je pense que c'était le bon moment pour lui. Ok, bon bah c'est parfait.
Bon, on va reprendre le cours. On allait parler de Jean-Michel Aulas. Ça tombe bien, on allait changer de sujet parce qu'il y en a un aussi qui est très critiqué, mais pas forcément au sein de l'Olympique Lyonnais et pas forcément avec les supporters. C'est Jean-Michel Aulas qui est assez critiqué ces derniers temps avec ses propos sur le déconfinement du football en France. Première question qu'on peut se poser autour de la table. Et puis Margot, qu'est-ce que t'en as pensé et qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il y a eu complot ou pas complot contre Jean-Michel Aulas par les autres présidents? Mais si ce que je lis est vrai, parce que j'en sais rien, tu vois, je suis pas dans les discussions, j'ai pas eu accès aux mails, etc. Mais si c'est vrai, moi je trouve ça grave. Après, voilà, encore une fois, il y a pas de preuve, rien, mais bon, c'est quand même embêtant de savoir que potentiellement il y aurait eu des présidents qui auraient, parce qu'il faut tout mettre au conditionnel, appelé le cabinet de Macron pour arrêter le championnat parce que aussi ils aimeraient exclure l'OL des Coupes d'Europe. Franchement, ça me paraît un peu gros. Je suis pas sûre quand même que ce soit une cour de récré à ce point-là. Bon, après, si c'est vrai, c'est grave quand même, hein, mais bon, C'est Vincent... j'ai un doute. Voilà, c'est vrai qu'il y avait peu de preuves, voire pas du tout avant, la révélation de Vincent Duluc sur l'équipe du soir qui disait exactement mot pour mot qu'il y avait un président qui avait fait en sorte d'arrêter le championnat et pour embêter un président en particulier. Il n'a pas vraiment cité de nom, Vincent Duluc, mais oui, on mais avait après, tous tu compris, sais, quoi. peut-être, mais les présidents de club, ils sont pas là à d'abord regarder chez le voisin. Eux, ils regardent leur club, ils regardent leurs intérêts. Alors peut-être que derrière, effectivement, leur petite revanche était que l'OL ne soit pas en Coupe d'Europe, mais leur intérêt premier, c'est leur club, leur position. Voilà, je suis pas sûre que l'arrêt de la Ligue 1, ou en tout cas cet appel, a été motivé uniquement par le fait de vouloir exclure l'OL de la Coupe d'Europe. Non, je pense que ça a été motivé d'abord pour les intérêts de son club. Je sais pas de quel président il s'agit, mais c'est certain. Bon, après, voilà, je sais pas qui c'est et quelle relation il a avec Jean-Michel Aulas, mais effectivement, c'est gros, quoi. Mathias, qu'est-ce que t'en penses, toi? Après, c'est l'équipe qui a sorti, par le biais de Vincent Duluc, c'est l'équipe qui a sorti cette information. Et l'équipe eux-mêmes ont sorti une autre version de l'histoire qui serait dans l'inverse. Emmanuel Macron et Édouard Philippe qui auraient voulu faire du football un exemple en interrompant le championnat pour pas que les gens croient, donc ça c'est la théorie, que tout va bien et que la catastrophe du coronavirus est passée, tout ça parce que le championnat a repris. Et donc ça c'est la nouvelle version de l'équipe dans comment le football français s'est arrêté. Du coup on a deux versions par le même média, on s'est pas trop donné de la tête, et effectivement le complot ça semble gros, surtout que même des présidents comme Jacques-Henri Hérault qui bénéficieraient à première vue de cet arrêt du championnat, ils perdent énormément en droit TV pour une place qu'ils auraient vraisemblablement réussi à atteindre de toute façon. Donc j'ai du mal à voir un complot là anti-Aulas. Je vois pas un complot anti-Aulas, effectivement. Par contre, l'histoire que certains aient pu faire pression sur le gouvernement pour arranger leurs propres intérêts, ça honnêtement, je trouve ça tout à fait plausible. D'ailleurs, on sait que, je crois qu'il y a eu, si je ne dis pas de bêtises, 8 ou 10, je sais plus, membres du conseil qui ont voté donc, pour cette décision-là. Donc c'est même pas tous les clubs, c'est ça qu'il faut savoir. Et Jean-Michel Aulas disait justement que sur la majorité des clubs donc, qui avaient ce droit de vote, en fait la majorité ça les arrangeait de terminer. Donc on sait que voilà, il y a quand même un gros conflit d'intérêts quand même à l'intérieur. Et puis ce qui est quand même surprenant, c'est que même si le gouvernement aurait voulu prendre une mesure exemplaire vis-à-vis du foot en disant la bataille n'est pas terminée, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'il y avait quand même des gros risques de pénaliser le foot français vis-à-vis des autres championnats, parce que les autres championnats n'ont toujours pas pris de décision définitive. En tout cas, ils font tout pour reprendre. Et en arrêtant le championnat de France, on pouvait se risquer, par exemple, de ne pas faire participer les clubs en Coupe d'Europe. Par exemple, je pense à Marseille. Si Marseille ne pouvait pas être en Coupe d'Europe parce que le championnat de France s'est arrêté trop tôt, ça aurait été quand même quelque chose de très risqué. Donc j'ai quand même un peu de mal à croire à cette deuxième version de l'équipe qui serait on a essayé de donner un exemple, parce que ça aurait pu avoir des conséquences catastrophiques pour les clubs français, quoi. Et puis je suis d'accord avec toi. Surtout sur le fait que c'est une minorité de présidents de Ligue 1 qui a poussé pour cette solution. Une solution qui peut s'entendre, puisqu'il n'y avait pas de solution parfaite.
mais qui les arrange quand même, franchement. Et forcément, il y a des conflits d'intérêts, il y a des perdants. Et aujourd'hui, si ça devait ne pas reprendre, le perdant, c'est nous. Et puis on voit que maintenant le gouvernement fait un peu marche arrière, donc doucement mais sûrement, avec c'était une première parole de la ministre des Sports qui disait que c'est pas au gouvernement de faire ce choix, c'est plus aux fédérations et aux ligues, et que le gouvernement n'allait pas s'immiscer dans ses choix. Et ensuite, on a eu cet après-midi, je ne sais pas si vous le saviez, mais des sénateurs qui ont écrit à la ministre des Sports pour en effet reprendre le football. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que pour vous c'est mieux de reprendre le football finalement ou pas, avec tout ce qu'on sait maintenant qu'on est déconfinés comment ça va se passer, vous pensez ? Moi, si je peux me permettre, non, pardon de te couper, mais je trouve que tout ne se tourne pas autour du football. Alors en Allemagne, ils ont repris, et d'ailleurs ça a été assumé, c'est avant tout et même surtout pour des raisons économiques. En France, bon, franchement, il y a des clubs, je vous le cache pas, moi, en plus qui discute avec certains présidents, il y a des situations extrêmement difficiles, et encore, je pèse mes mots, il y a des clubs qui sont vraiment, vraiment, vraiment dans la merde avec tout ce qui s'est passé et le fait que, on ait arrêté le championnat, qu'il n'y ait pas eu les droits, la dernière salve de droits télé qui a été versée. Donc, ouais, la reprise, moi, me semble quand même... Enfin, pédaler en arrière, ça me semble impossible, parce que chacun... maintenant, ça a été arrêté, donc c'est quand même très difficile. Je veux dire, les clubs vont se retourner contre la Ligue, enfin, ça va être un bordel monstre. Non, il faut essayer plutôt de trouver des solutions financières et pour l'avenir des clubs, parce que je vous dis, il y a des clubs qui sont au bord de l'implosion, là. Ouais, c'est certain, et je pense que tu fais peut-être allusion aux voisins Fono, je sais qu'ils sont assez en difficulté en ce moment. Mais non, mais après, est-ce qu'il faut reprendre le championnat ? Je dirais qu'après, faut vraiment tout peser. C'est-à-dire que, par exemple, on a permis à un certain nombre de personnes de retourner à leur travail. Bah, quelque part, le foot, c'est aussi du travail. Maintenant, on sait que si on doit reprendre le foot, ça sera à huis clos. Mais est-ce que c'est pas vital pour certains clubs ? Mais en même temps, quel risque on prend ? Je dirais que c'est toute... c'est une équation, quoi. Enfin, il faut essayer de voir en fait quel est le meilleur compromis, parce que si on reprend pas du tout, ça peut être vraiment catastrophique, comme tu disais, Margot, pour certains clubs. En même temps, peut-être que ça dépendra aussi des résultats qu'on va avoir là dans les prochaines semaines par rapport à la pandémie. Est-ce que les résultats qu'on a, ils sont plutôt positifs ? Mais je pense que, c'était en tout cas une erreur de prendre une décision si rapide, parce qu'on peut compromettre beaucoup de choses, quoi. En effet, donc Lyon encore, financièrement, on peut dire que ça va, mais par contre, c'est vrai que Jean-Michel Aulas derrière, prend cher. Je sais pas ce que t'en penses, Margot. Donc il prend cher en dehors de Lyon, mais aussi depuis quelques années, c'est vrai qu'on a beaucoup critiqué les choix de Jean-Michel Aulas. Quel est ton ressenti vis-à-vis de ça, Margot ? Oui, il y a des choix peut-être qui peuvent surprendre. Après, moi, encore une fois, je suis toujours l'avocat de l'homme, moi, tu vois. J'aime bien laisser de côté tout ce qui est sportif, tu vois, tout ce qui est débat sportif, etc. Moi, j'aime pas trop donner mon avis. Alors, je suis peut-être pas la meilleure cliente pour vous, mais parce que on passe son temps en fait à se faire détruire après, que ce soit par certaines personnes sur les réseaux sociaux ou certains supporters tout court. Donc je trouve qu'en fait, moi j'ai arrêté de faire ça depuis un petit moment d'ailleurs sur Twitter, parce que c'est une perte de temps. Donc je préfère être l'avocat de l'homme et vous parler de l'homme que vous ne connaissez peut-être pas, et peut-être que ça peut vous faire un peu mieux comprendre qui c'est, etc. Mais c'est quelqu'un, alors là on va encore me tomber dessus en disant c'est pas un métier. Oui, c'est pas un métier, je dis pas que c'est un métier, et je vous dis juste que en tout cas, c'est quelqu'un qui aime profondément son club et qui fait tout pour le défendre. Mais il travaille, mais il laisse tomber, en fait, il n'a pas de vie. Il passe vraiment sa vie à défendre son club et les intérêts du club. Tu vois, dès qu'il y a une embrouille avec un joueur ou un entraîneur, etc., toujours il va aller se poster en premier. Il va venir en conférence de presse ou en zone mixte. Il va venir, il va parler, tu vois, il va assumer, et puis il va essayer d'attirer l'attention sur lui pour... en fait, défendre le club, défendre l'institution. Moi, rien que pour ça, je trouve que c'est un grand président. Il donne corps et âme à son entreprise, à son club.
Et moi, je trouve ça beau ce qu'il fait. Alors oui, il y a des choix, effectivement, où tu peux te poser des questions. Il y a eu le raté Silvino. Je vais en citer qu'un seul parce que voilà, il y en a beaucoup, mais il y a aussi des choix très pertinents. Tu vois, par exemple, Florian Maurice. Tu vois, les supporters, ils entendent. Alors bon, maintenant, il est sur le départ, mais toutes les années où il a été chez nous, où il nous a ramené quand même des bons joueurs, il a fait du bon travail. Tu vois, les supporters ne regardent que le négatif, mais il faut aussi voir le positif, quoi. Tout ce qu'il a fait aussi pour le football féminin. Enfin, je peux vous citer plein de choses que le président Olas a fait. Donc oui, il y a peut-être des choix, mais comme tout chef d'entreprise, ça peut pas être toujours parfait. Et puis on n'a pas tout le contexte, on sait pas tu vois, tous les détails, etc. C'est difficile de vous répondre, mais en tout cas, moi j'aimerais défendre l'homme et la passion qu'il met vraiment, le temps qu'il prend, tout ce qu'il fait pour ce club. C'est clair qu'on peut pas lui reprocher. Il est autant, voire bien plus supporter que nous tous réunis, je pense. On va parler d'un dernier petit sujet avant de se quitter sur l'actualité un peu lyonnaise. Il y a une dizaine de jours là, enfin c'était la semaine dernière, Bruno Chéroux a quitté son poste de directeur sportif du PSG féminine pour sûrement remplacer Florian Maurice. Alors, on en a déjà débattu dans Let's Go. On est tous à peu près d'accord pour dire qu'on ne sait pas, parce qu'on ne connaît pas trop son passé, on l'a pas trop vu à l'œuvre. Mais il y a eu beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord. Je crois, toi, Margot, que tu le connais un peu plus personnellement et que tu as pu, en tout cas, voir ce qu'il faisait à Paris. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, donc moi je le connais bien parce que très souvent je suis envoyée, en tout cas jusque-là, j'étais envoyée avec lui sur les matchs, lui en consultant. Moi j'étais bord terrain et avec Julien Brun en commentaire. On était très souvent la triplette, donc aller sur les matchs le dimanche après-midi. Donc j'ai passé du temps avec lui, que ce soit dans les déplacements, dans les trains, l'avion, en voiture, voilà. J'étais très souvent avec lui. Je peux vous dire qu'il est tout le temps collé à son téléphone, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire tout le temps en discussion avec son réseau. Il a un réseau franchement énorme, il a un très gros réseau. Et qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui à un recruteur ? C'est de bien connaître le foot et d'avoir un gros réseau. Alors oui, on va demander aussi d'avoir le nez et puis l'expérience, mais au moins il a ces deux qualités et je peux vous dire qu'il les a vraiment. Il a un gros réseau, il a une vraie connaissance du foot. Enfin, franchement, on tourne avec beaucoup de consultants. Je connais aussi beaucoup de joueurs ou dirigeants ou de présidents, ou même des entraîneurs. Et je peux vous dire qu'il a une vraie connaissance du foot. Et ça, c'est très important quand vous êtes recruteur. Donc moi, j'aimerais qu'on lui laisse sa chance et qu'on commence pas, comme l'ont fait certains tweetos, à faire un bashing pour qu'on laisse partir. On prend quelqu'un qui n'a pas un truc arrivé, laissez-le essayer de faire ses preuves. Un Luis Cantet qui va pouvoir montrer quelque chose. Moi, ce que je peux vous dire de la personne que je connais personnellement, c'est que c'est un bosseur, qui connaît le foot et qu'il a un réseau. Maintenant, il va falloir aussi qu'il se fasse un petit peu, de l'expérience, qui gagne en expérience, mais moi, en tout cas, je trouve que c'est une bonne chose et j'aime bien qu'on laisse chance à des personnes comme ça. Et qu'est-ce qui te fait... Pour toi, pourquoi il y a eu autant de bruit, tu vois, autour de sa réputation, comme quoi ça serait pas un gros bosseur parce que c'est vrai que moi, je t'avoue, j'avais aucun a priori, tu vois, sur Bruno Chéroux quand quand on a commencé à entendre parler de la rumeur. Premier réflexe que j'ai essayé de me renseigner, de poser pas mal de questions, dont des personnes qui étaient assez proches du club et de la partie féminine. Et c'est vrai que je t'avoue, j'ai entendu plusieurs fois exactement les mêmes choses, tu vois, sur sa capacité finalement à ne pas assez bosser, à être un peu ailleurs. Et forcément, moi je me suis interrogé. Alors c'est pour ça que c'est aussi intéressant d'avoir un son de cloche de quelqu'un qui le connaît personnellement. Mais est-ce que tu as une idée de d'où ça peut venir, quoi ? Parce que peut-être que jusque-là, il n'a pas fait vraiment le truc dont il rêve, tu vois, parce que lui, c'est ce qu'il voulait être, recruteur ou manager dans un grand club. Donc peut-être que pour lui, c'était des étapes et que il se donnait pas 100%, j'en sais rien, hein, je te dis ça, c'est une théorie. Maintenant, je pense que sincèrement, pour l'avoir côtoyé pendant le temps aussi où il passait ses diplômes, quand les gens me disent c'est pas un bosseur, c'est qu'ils le connaissent pas, parce qu'il passait son temps à bosser, passait son temps, je vous le dis, au téléphone avec son réseau, etc.
Non, pour moi, c'est un bosseur, en tout cas de ce que je connais de lui, c'est un bosseur et surtout un passionné. Il s'est donné les moyens d'arriver là où il est aujourd'hui. Alors, je sais pas si c'est officiel ou pas, moi je préfère parler au conditionnel, mais sincèrement, maintenant, s'il a ce poste-là et s'il est en place, s'il est nommé, ça sera un bosseur et je pense qu'il apportera beaucoup, quoi. Enfin, faut arrêter toujours de se baser sur ce qu'on peut entendre ici et là. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai vécu pendant le temps qu'il vous dit où passer ses diplômes, etc. Voilà, c'est un passionné et il a beaucoup, beaucoup travaillé. Donc, moi, j'attends de voir. Franchement, je suis plutôt optimiste. Oui, c'est vrai Non, que après, comme. Vas-y, Jonathan, excuse-moi. non, ouais, non, j'allais juste te dire, après, c'est vrai que ça dépendra, je pense aussi vraiment du rôle précisément qu'on va lui donner. Parce que c'est vrai que l'objectif, c'est de le nommer à la tête du recrutement, mais on peut l'utiliser de façon différente. C'est-à-dire qu'on peut très bien l'utiliser avant tout pour son réseau et le faire déléguer aussi davantage avec beaucoup plus de scouts. Parce que on sait que l'OL aujourd'hui, c'est pas un club qui a beaucoup de scouts. Maurice était à la fois à la tête du recrutement et à la fois de partout. On peut imaginer aussi que peut-être que l'OL va prendre un peu plus de scouts pour l'entourer et lui, on va dire qu'il va peut-être faire bénéficier son réseau à ses scouts et je pense que ce serait une très bonne idée d'ailleurs de fonctionner comme ça. Et si je peux rajouter un truc en sa faveur, c'est que l'OL semble avoir déjà avancé en bonne partie sur les arrivées du mercato estival, puisqu'on a déjà Cadavere qui a été signé, Guimaraes qui a été signé, Toko Ekambi qui va très probablement signer. Donc il va avoir le temps peut-être de prendre ses marques, même s'il va avoir des gros dossiers, comme je pense par exemple un latéral gauche. Et puis il y a aussi la défense centrale qui est déjà dans les clous en termes de recrutement. Ouais. Ouais, et puis ça va être Donc, dépendant aussi du départ. Plus il y aura de départ, plus il y aura aussi de joueurs potentiels à recruter. Donc bon, là-dessus, c'est vrai que ça. C'est vrai que c'est ce que dit aussi Thomas là dans le chat. Voilà, hein, il a un réseau européen qui est important et qui pourrait aider Juni, qui lui a le réseau sud-américain. Et ça pourrait en effet faire un très bon combo. Non, mais tu vois, par exemple, nous, quand on se déplaçait en Ligue Europa, notamment ensemble, mais quelle que soit la ville où on allait, même à Chypre, enfin, toutes les villes en Turquie, partout, même dans les grandes villes de toute façon, mais là, je vous parle même des villes un peu moins connues, mais de partout, il avait toujours un ancien joueur, un dirigeant, un entraîneur, avec lequel on allait déjeuner, ou il calait un déjeuner. Il connaît beaucoup, beaucoup de monde, et ça, les gens l'ignorent. Mais moi, je l'ai vu parce que je l'ai vécu, j'étais avec lui, tu vois, sur les déplacements. Mais à chaque fois, on allait voir des personnes influentes pour le club en question. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment au niveau du réseau, c'est vraiment intéressant, quoi. Bah, en tout cas, on va l'espérer, on va lui laisser sa chance, parce qu'il faut absolument laisser la chance aux gens qui arrivent à Lyon. Merci, on va s'arrêter là. Merci beaucoup Margot d'avoir été présente avec nous. Désolé hein, pour les couacs techniques. Non, avec Et, plaisir. et ça nous a fait plaisir un peu de partager avec toi voilà, ces débats sur Genesio, sur Las, avoir un peu différents sons de cloche. Bah ouais, après, Merci. si Oui, je peux vas-y. juste terminer en une phrase, tu vois, moi Bien sûr, franchement, bien sûr. je respecte l'avis de tout le monde. Et j'aimerais juste que ce soit la même chose, tu vois, en contrepartie. Je veux dire, on peut discuter, etc. Tu vois, quand je reçois des messages, elle va plutôt faire la cuisine, etc. Enfin, là, je suis obligée de m'emporter. C'est pas normal. On peut avoir son avis, on peut avoir son ressenti. Moi, les personnes, je les vois, je suis sur le terrain. Les joueurs, je leur parle personnellement. Voilà, j'ai des éléments aussi que vous n'avez peut-être pas. Voilà, il faut respecter aussi Et puis moi, si j'aime bien Genesio, bah merde, j'aime tout laisser tranquille, quoi. Donc c'est pour ça que j'aimerais juste que les gens soient un peu plus respectueux, que Twitter, ce soit pas un acharnement sur les gens dès qu'on n'est pas du même avis. Voilà, moi j'aimerais juste dire peace and love, et puis voilà, prenez un petit peu de recul, prenez des vacances. Et puis évidemment, allez Lyon. Voilà. En tout cas, merci Arnaud, Jonathan et Mathias hein, d'avoir débattu avec nous. Merci beaucoup Antoine d'avoir repris la main au moment où il le fallait. N'hésitez pas, comme d'habitude, à follow le Café du Commerce et activer la cloche pour être alerté du prochain Let's Go. On se revoit la semaine prochaine, mardi prochain. Merci, bonsoir à tous. Merci, bonne soirée. Salut. Salut. bonne soirée, à bientôt.